C'est l'heure du sonneur. Et donc hier, peu après 11 heures, un fourgon pénitentiaire transportant un détenu entre Rouen et Évreux a été attaqué alors qu'il passait le péage d'Incarville dans l'Eure sur l'A154. Le fourgon a été percuté par une voiture bélier, puis les individus qui se trouvaient à bord, 4 selon la source policière, ont ouvert le feu au fusil à pompe. L'attaque visait à libérer le détenu Mohamed Amri, 30 ans, bien connu de la justice, notamment pour trafic de stupéfiants. Il a fait au moins 2 morts parmi les agents pénitentiaires et 3 blessés, dont 2 avec un pronostic vital engagé, selon Éric Dupond-Moretti. Depuis, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a déclenché le plan Épervier, autrement appelé plan immédiat d'intervention dans ce contexte, évidemment, pour retrouver le plus vite possible ce fugitif. Alors, évidemment, tout d'abord, toutes nos condoléances pour les victimes et les familles des victimes. Et puis ensuite, nous allons tenter de comprendre ce qui s'est passé. Et je suis très heureuse pour l'occasion d'être avec Wilfried Fonck. Bonjour Wilfried Fonck, pardon. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc secrétaire national du syndicat UFAP-UNSA. Je voulais revenir avec vous sur donc ce qui s'est passé réellement. Et une des premières questions, peut-être d'ailleurs je vais passer rapidement une vidéo. Alors vous n'avez pas l'image, mais passer rapidement une vidéo pour que les gens voient quand même ce qui s'est passé. On a décidé ici de ne pas montrer l'attaque en elle-même, mais plutôt un plan de biais. Donc c'est une vidéo prise par un jeune garçon, on va dire, dans un bus à côté. On regarde rapidement cette vidéo. Voilà, gros braquage au péage. Trop baisé. Ouais. Alors voilà, on voit les images se dérouler. Alors en plus du commentaire pas forcément très pertinent du jeune homme dans le bus, eh bien on voit des hommes extrêmement armés là pour attaquer ce fourgon, et un fourgon à côté qui n'a pas l'air d'être blindé. Et c'est la première question dans les failles de ce qui s'est passé. Comment on peut comprendre ce qui s'est passé? On se demande si ces agents pénitentiaires sont finalement suffisamment protégés pour ces transferts de prisonniers. Alors suffisamment protégé, force est de constater que non. Après, ce qui s'est passé hier, alors effectivement oui, les fourgons ne sont pas blindés, comme ne le sont pas ceux de la police ou ceux de la gendarmerie. C'est-à-dire que les seuls véhicules blindés qui aujourd'hui sont en circulation, qui sont attaqués, ça reste les transporteurs de fonds. Alors est-ce qu'il faut partir sur des véhicules de l'administration pénitentiaire blindés? Bon, ça, ce sont des choses sur lesquelles il conviendra de réfléchir. En tout cas en temps utile. Là, aujourd'hui, le plus important, c'est la mobilisation des personnels pénitentiaires qui ont décidé d'apporter leur soutien aux familles qui ont été détruites hier, Bien sûr. et qui ont décidé aussi de montrer toute leur colère par rapport aux conditions dans lesquelles ils exercent depuis de trop nombreuses années, parce que finalement, l'événement dramatique d'hier, c'est un révélateur des prisons françaises qui sont malades, c'est un révélateur des personnels pénitentiaires qui vont mal parce qu'ils n'ont pas les moyens suffisants pour pouvoir exercer les missions qui sont les leurs. Alors, mais pourquoi vous dites que ces prisons sont malades aujourd'hui? Dans quelles conditions? Racontez-nous un petit peu, dans quelles conditions sont ces agents pénitentiaires? Et bien aujourd'hui, pour faire très simple, imaginez que dans une prison, il y a 100 places, et bien aujourd'hui, on est 180 individus. Hmm. Mais pour autant, le surveillant qui est à l'étage, il se retrouve toujours tout seul. Donc au lieu de gérer 50 détenus, il en gère aujourd'hui 120 voire 150. Hmm. C'est comme si dans une salle de classe, on mettait finalement 50 élèves là où on doit en mettre 25, et on met un enseignant pour le même nombre d'élèves. Voilà, c'est un peu un comparatif comme ça. La seule difficulté, c'est que on a un peu tendance à penser que aujourd'hui, tout le monde se moque de ce qui se passe derrière les murs des établissements pénitentiaires, dès lors que on a décidé que certains individus devaient être coupés de la société, ben on les met derrière ces murs, et puis après, advienne que pourra. Hmm. Seulement, les détenus qu'on est amené à gérer, ce sont pas des boîtes de conserve, ce sont des individus Oui. avec toute leur complexité. Et en plus de ça, ces gens-là sont pas là pour avoir filé 10 balles à impôt dans la rue. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette problématique-là de difficulté d'assimilation finalement des comportements sociaux, et on doit aussi corriger ça avec en tout et pour tout moins de 4 milliards d'euros de budget par an. Oui. Donc un budget très resserré. Concernant la protection justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour que les agents soient mieux protégés? Et bien aujourd'hui, je pense qu'il y a en même temps une nécessité de
peut-être réfléchir à une nouvelle méthode pour pouvoir justement mettre en place ces extractions. C'est-à-dire qu'est-ce que demain, il vaut peut-être mieux pas finalement développer encore un peu plus le système de visioconférence pour éviter de faire sortir les détenus à l'extérieur des établissements. Est-ce que derrière, il convient de mieux équiper les personnels, et notamment en matière d'armement, pour pouvoir être en Bah oui. capacité de répliquer? Alors, Est-ce que juste, il pardon, faut demain pardon, je vous pose juste une question là-dessus. Là, là, avait-il un moyen de se défendre? Avait-il des armes quand même, tout de même, ces agents, ou absolument pas? Ou limité? Oui, alors les agents qui exercent en tout cas ces missions d'extraction sont logiquement armés quand ils sortent comme ça un détenu pour l'emmener au tribunal. Malheureusement, l'armement qui est mis à disposition n'est pas du tout en adéquation avec l'armement dont dispose généralement aujourd'hui la délinquance. C'est-à-dire Oui. que les individus qui étaient là hier, ma foi, ils avaient des armes de guerre et tout le monde avait un pistolet 9 mm. Donc le Oui. rapport de force, il est tout de suite inversé. Et on voit très clairement aussi, vous montriez les images, on en a d'autres effectivement qui tournent, et où on voit que de toute façon, au-delà de vouloir libérer l'individu, il y avait une volonté délibérée d'aller tuer aussi des personnels pénitentiaires. Je pense Mmh, que mmh. voilà, c'était des gens très déterminés et qui n'ont laissé absolument aucune chance aux collègues. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une pénitentiaire endeuillée, avec des familles détruites. Bien sûr, ouais, et ça, encore une fois, toutes nos pensées pour ces familles. Je crois en plus que c'est absolument terrible. Les 2, enfin, avaient des familles. Il y en a certains dont la femme était enceinte, donc vraiment, c'est un désastre humain, comme à chaque fois d'ailleurs. Il faut le rappeler, ce n'est pas la première fois que les agents pénitentiaires sont touchés. Peut-être aussi une question, une dernière, je sais que vous êtes pressé, concernant, eh bien, d'abord le profil de la personne, de ce détenu qui a été libéré, et puis, la façon dont visiblement, il aurait pu communiquer depuis la prison. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi, du côté du téléphone que peut détenir le, mmh, le prisonnier? Alors sur le profil de l'individu qui s'est évadé hier là avec l'aide de complices, bon effectivement on pense logiquement qu'il appartient, alors peut-être pas au crime organisé, mais en tout cas à une sorte de structure qui a l'air de bien de fonctionner en tout cas et d'être bien organisée. Est-ce qu'il y a des liens derrière avec des réseaux de stupéfiants ou pas? Voilà, l'enquête sera là aussi pour confirmer ou infirmer les propos qui peuvent être tenus de ci, de là. Bon, derrière, en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que c'était quand même un individu qui représentait une certaine dangerosité Oui. puisqu'il était donc sur une escorte de niveau 3. Alors, est-ce qu'il aurait fallu rehausser ce niveau d'escorte? Aujourd'hui, a posteriori, je vous dis oui. Alors, ce qui est arrivé hier, finalement, j'ai envie de dire, ça aurait très bien pu arriver la veille, ça aurait très bien pu Oui, arriver oui. aujourd'hui. C'était malheureusement quelque chose que nous, organisations syndicales, on avait déjà alerté, en tout cas, l'administration pénitentiaire et le ministre de la Justice sur cette possibilité-là et de leur dire que, ben oui, on n'était pas équipé. Le jour où ça allait arriver, on ne serait pas équipé. Ouais. Malheureusement, bon, l'histoire nous a donné raison. Vous Ensuite, aviez sur les averti téléphones, plusieurs fois sur ce euh, danger, en fait? mais depuis que les missions ont été reprises par l'administration pénitentiaire, et c'est pas typique de l'UFAP, c'est l'ensemble des organisations syndicales pénitentiaires qui tiennent le même discours. Mmh. On ne cesse de répéter à l'administration pénitentiaire, aux différents gardes des Sceaux, parce que c'est pas non plus que Dupond-Moretti qui est à Oui, oui, mettre en cause bien aujourd'hui. sûr. C'est toute une politique aujourd'hui carcérale qui est obsolète si toutefois il en existe une. Et c'est l'ensemble du système carcéral français qui est aujourd'hui à remettre en question, Oui. où cette administration doit évoluer, où elle doit permettre, où on doit être doté finalement des moyens pour exercer les missions qui sont les nôtres. Faut garder en tête que finalement il n'y a pas de bonne ou de mauvaise prison, il n'y a que les prisons qu'on mérite. Et aujourd'hui, quand on voit les Ouais. moyens qui sont alloués aux prisons françaises, il ne faut pas s'étonner qu'elles soient dans cet état-là. Et il ne faut pas s'étonner non plus qu'on envoie quotidiennement des collègues au casse-pipe sur des missions extérieures, qu'on les envoie également au casse-pipe à l'intérieur des prisons, Ouais. parce qu'on n'a pas les moyens humains, on n'a pas les moyens matériels, on n'a pas les moyens législatifs
pour pouvoir agir en toute sécurité. Ouais. Et vous dites juste, ces missions ont été reprises par l'administration pénitentiaire. Ça fait depuis quand? Avant, comment ça se passait avant et depuis Ça quand fait ça une dizaine d'années qu'on a repris, ça fait une dizaine d'années que ces missions ont été reprises par l'administration pénitentiaire, puisqu'avant, c'était la police nationale ou la gendarmerie qui exécutait ces missions d'extraction judiciaire, donc qui ont été considérées là aussi par tous les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés comme étant des missions indues. Et on a refilé en fait cette mission-là au ministère de la Justice et à l'administration pénitentiaire. Oui. Seulement, dans la bascule qui a eu lieu, les moyens budgétaires qui ont été alloués à l'administration pénitentiaire étaient moindres que ceux dont disposait le ministère de l'Intérieur préalablement. Ouais. Donc on a fait ça au rabais. Ouais, je comprends bien et d'ailleurs, je pense que ce rabais, c'est l'histoire de tout ce qui se vit aujourd'hui dans les prisons et malheureusement, comme derrière de grands murs, très souvent, on a tendance à oublier ce qui se passe et il ne faut pas oublier. Merci beaucoup, en tout cas et donc vous allez rencontrer, Éric Dupond-Moretti, enfin le syndicat va rencontrer Éric Dupond-Moretti aujourd'hui. Beaucoup, j'imagine, de choses donc à réclamer, à faire entendre aujourd'hui, en plus de cette, Oui, journée. Ouais. oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que le ministre comprenne, et au-delà de lui, c'est le gouvernement et aussi nos concitoyens, que oui, la prison est malade et qu'il va falloir la soigner très Mmh. vite, parce Mmh. que au-delà de la colère des personnels qui va sûrement se manifester, Ouais. au-delà de la journée de mobilisation d'aujourd'hui, Ouais. derrière, il y a aussi le potentiel risque d'avoir des détenus qui demain sont en capacité aussi de partir sur des mutineries et de mettre le feu aux prisons. Et Ouais. là-dessus, on n'a pas non plus les moyens, si ça arrive, de pouvoir gérer tout ça. Donc, il va falloir agir vite, agir fort. Ouais, vous auriez prévenu, en tout cas, merci beaucoup, Wilfried Fonck, je rappelle, secrétaire national de ce syndicat UFAP-UNSA qui rencontre Éric Dupond-Moretti aujourd'hui. Merci encore.